Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a un invité, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. On le sait, Valérie Plante veut construire des logements. En tout cas, elle essaie de nous faire croire qu'elle veut en construire plus que d'habitude. Mais l'Institut économique de Montréal, contrairement à l'IRIS, eux autres, ils savent compter. Hey, salut Gabriel, ça va bien? Ça va bien, vous? Yes. Yes, merci d'être là pour une deuxième fois avec nous. La première fois, les gens avaient pu en tout cas te connaître sur notre tribune quand on avait fait le débriefing du budget. Renaud Brossard, que les gens connaissent, m'avait contacté la semaine dernière parce que, bon, là, les gens l'ont peut-être vu, Montréal a sorti son espèce de projet de plan d'urbanisme. Je peux le mettre à l'écran, en fait. Le projet de plan d'urbanisme et de mobilité 2050. Bon, ça y ont. Tout ça est sorti pas longtemps après la fameuse histoire des terrasses gate. Là, donc, ça a un peu changé le sujet. Ça a fait leur affaire, mais dans ce plan-là, bon, on essaie d'adresser toutes sortes de problèmes à Montréal, le transport et autres. Et bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'habitation. Donc, tout le monde le sait, à Montréal, il y a un problème de logement. Et là, Renaud me dit, en fait, ce qu'il propose là-dedans, c'est 200 000 logements d'ici 2050. Et quand tu fais le calcul, ben, en réalité, c'est très peu. Il dit, en fait, c'est moins de logements par année que la moyenne des 5 dernières années, où on est déjà en dessous, finalement, de ce qu'il faudrait construire pour combler là, la demande organique, puis celle qui arrive de l'extérieur aussi par l'immigration, soit interprovinciale ou internationale. Fait que c'est comment vous avez analysé ça là, à l'Institut, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un problème. D'abord, merci pour l'invitation, messieurs. À l'Institut, ce qu'on a décidé de faire, c'est, bon, un peu comme tout le monde, on a vu cette annonce-là de la mairesse Plante et de son équipe en grande pompe. Là, on a de l'ambition aujourd'hui. Là, on va construire 200 000 logements. Et là, quand on regarde les cibles, ce qu'on constate, c'est que 200 000, d'abord, c'est relativement peu. Mais quand on regarde les mises en chantier seulement sur la ville de Montréal, en fait, on est plutôt aux alentours de 10 500 mises en chantier par année. Mais ça sur 26 ans, parce qu'il faut dire quand même que le PMU, comme on appelle le plan de mobilité et d'urbanisme, c'est le 2050. Donc, quand on fait cette formule-là, on est plus aux alentours de 270 000 logements avec la dynamique actuelle des 5 dernières années. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va faire 200 000 logements, puis c'est une bonne chose pour les Montréalais et Montréalaises. Si je peux imaginer ça concrètement, c'est un peu comme si tu cours un 100 mètres en 1 minute. Bon, c'est pas très bon, 1 minute, là, si on peut se le dire. Puis tu me dis, écoute-moi bien, là, dans 10 ans, là, dans 1 an, là, je vais te le courir en 2 minutes. Check-moi bien aller. Il n'y a rien d'impressionnant ici, là, on peut se le dire. Là. C'est un manque d'ambition qui est incroyable. C'est pas terrible. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous prenez la moyenne des 5 dernières années, mais on voyait des chiffres récemment que autant la région de Québec que la région de Montréal, on vit des baisses de mise en chantier de l'ordre de 35 à 40 ce qui est une catastrophe pour des villes qui vivent une pénurie de logements. Là. Qu'est-ce qui se passe dans nos administrations? On essaie de nous faire croire qu'on veut construire à cause de Pierre Poilievre qui a un discours de ce côté-là, mais la réalité, c'est qu'ils vont dans complètement l'autre direction. Là. Ils ne veulent pas construire. Ils construisent moins actuellement, puis ils nous projettent de continuer à construire moins éventuellement dans le futur. Ça, on a eu beaucoup de discours politiques, là, vous le savez, là, on arrive puis on nous dit qu'on est là pour le logement puis on ne construit pas. C'est un petit peu particulier, là, mais à Montréal, dans le Grand Montréal, c'est assez particulier ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en 2021, on avait un pic, on a beaucoup construit. En 2022, on a diminué. En 2023, on a diminué. Et là, on est quand même assez bon. En 2024, la ville de Montréal a diminué ou est environ au même niveau que 2023, c'est-à-dire un niveau qui est bas. Mais les autres villes comme Laval et Longueuil réaugmentent en ce moment. Là, tu te dis, attends un peu, là, qu'est-ce qui se passe, Montréal? Montréal est complètement dans le champ, si je puis dire, parce que là, on est dans le discours politique dont on va construire plus. Là, on a fait un plan là, qui a l'air assez déconnecté de la réalité en matière de finances publiques, là, où on se dit ça va nous coûter des dizaines de milliards de dollars, puis c'est merveilleux. Mais en réalité, on voit encore la réglementation. Vous l'avez vu tout récemment, la question des permis, les délais de construction, c'est très, très long, des augmentations. Au-dessus de 300 jours, puis c'est fou, là.
Ce qui est le plus intéressant, c'est quand on regarde Ville-Marie. Pourquoi Ville-Marie? Parce que Ville-Marie, c'est le district en arrondissement plutôt de la mairesse qui a plus que doublé. Donc, on se dit, écoutez, si vous êtes si tant que ça, là, pour le logement, il faudrait déjà commencer par son propre arrondissement puis rendre ça mieux. Or, ça l'a empiré de moitié en quelques années. Donc, ça, on voit qu'il y a vraiment une dynamique qui est complètement inverse au narratif qui est proposé, qui est à dire, on va construire 200 000 logements. Fait que ça, c'est la première des choses. On dit qu'on veut construire 200 000 logements, mais en réalité, on continue les délais. On a encore, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année dernière, on avait écrit un papier sur les 23 000 logements, 24 000 logements qui avaient été entravés. Je sais que M. Poilievre le réutilise de temps à autre, ce chiffre-là, mais ce qu'on constate, c'est que ces 24 000-là, c'est quand même des décisions administratives qui disent, bon, ici, ça ne s'agence pas avec la dynamique du quartier. C'est exactement ce qui s'est passé avec un logement étudiant sur le plateau Mont-Royal. C'est assez désolant de voir ça dans la mesure où on est en manque de logement, on a un discours qui est le suivant, à savoir qu'il faut construire plus, mais qu'on choisit quel logement va être construit, quel logement ne le sera pas. Puis quand on regarde Bridge Bonaventure, qui est proche du Vieux-Port, proche de Griffintown, il n'y a rien là. On peut construire, là, les promoteurs nous disent, on peut construire 15 000 logements. C'est beaucoup 15 000 logements, puis il faut les construire pour les familles montréalais, montréalaises, puis même dans le Grand Montréal. Problématique ici, c'est que la ville nous dit non, on va en faire 4 000 essentiellement. Finalement, on tergiverse pour en faire 50 du 15 000, c'est-à-dire 7 600 environ. Mais c'est problématique. Comment on peut dire qu'on a de l'ambition sur le logement quand on veut moins construire, quand on coupe des logements qui auraient pu être construits, quand on augmente les délais? On est un peu devant quelqu'un qui nous explique, on a le discours politique, puis on a les mesures politiques, puis ça va vraiment à contresens. Puis ça, c'est navrant. Moi, quand j'arrive, je regarde la méthode que vous semblez utiliser pour simplement analyser ça. On ne parle pas de double intégrale et de méthode quantique ou d'affaires comme ça. Là. On parle de règle de 3. Là, je veux dire, on est vraiment, vraiment dans quelque chose de simple. Donc, techniquement, même les journalistes pourraient comprendre. Ce qu'on se rend compte, c'est que vous faites essentiellement la job des journalistes dans ce travail-là. Puis, c'est quand même assez spécial aussi, c'est que les journalistes ne semblent pas vouloir couvrir ce dossier-là de la manière qui devrait être couvert. Je m'explique un peu. Je vois le tweet de Daniel Dufort de l'IADM, qui est une pointe assez directe au devoir, et je vais prendre le temps de le lire parce que je trouve ça important. Son tweet était bon. Puis je pense que ça parle beaucoup sur ce qui se passe au Québec depuis un bout de temps. Mais si vous regardez ça, un article du journal Le Devoir de ce matin porte sur le nombre de logements entravés par l'administration Plante que nous avons publié l'an dernier. Exactement ce à quoi on faisait référence. Cet article offre une tribune à une panoplie d'intervenants, d'activistes et de politiciens. Étrangement, nous n'avons jamais été contactés dans le cadre de la rédaction de cet article qui nous concerne. C'est quand même vous autres qui l'avez publié, là, puis Le Devoir ne vous contacte pas. Un élément important ressort toutefois de façon bien claire. Les individus contactés par Le Devoir n'aiment pas le fait que notre publication ait comptabilisé ces entraves, mais ils sont incapables de la contredire, car il s'agit d'un fait. Il s'agit également d'un strict minimum, puisque nous nous sommes penchés uniquement sur les cas d'ores et déjà médiatisés. Dans les faits, le nombre est sans doute plus élevé encore. Là, moi, je lis ça, puis je capote un peu. Là. Je veux dire, on ne parle pas d'opinion. Ce n'est pas l'étude publiée par l'IADM l'année passée sur ce sujet-là. Ce n'est pas une opinion, c'est des faits statistiques. Si tu veux la contredire, organise-toi pour trouver des experts qui vont la contredire avec des chiffres. Mais là, ce n'est pas ça. On ne parle qu'à des activistes et on ne donne même pas l'autre côté de la médaille. Le Devoir, c'est rendu un peu une feuille de chou, on le sait. Mais éventuellement, les autres médias ont le même genre de technique. Qu'est-ce qui se passe avec les médias québécois pour ignorer des faits aussi simples que ça à calculer? Je veux dire, j'enlève absolument rien à tous les économistes et à tous les chercheurs de l'IADM, mais je veux dire, ça n'a pas été la recherche méthodologique la plus difficile à faire dans votre carrière. Là. Non, c'est moi qui ai écrit l'étude l'année dernière. Là, je sais c'est quoi la recherche, puis c'est simple. N'importe qui peut la faire si on prend vraiment le temps de fouiller dans les données. Puis c'est une addition de l'ensemble des logements entravés, bloqués, réduits. Donc, c'est relativement simple. Donc, quand M. Dufort, Daniel, parle de faits, c'est tout à fait vrai. N'importe qui peut le faire. Malheureusement,
comment ça on n'a pas été contacté, nous? Pourquoi moi, je n'ai pas été contacté à l'IADM pour me faire poser des questions? Expliquez-nous votre étude. Moi, ça me ferait plaisir de l'expliquer, cette étude-là. Puis elle est importante, je pense, parce qu'elle démontre le symptôme de direction des administrations municipales de dire non, pas sur ce terrain-là, parce que il y a potentiellement un tétard de grenouille qui aurait migré de Longueuil. Vous voyez un peu, vous voyez on en est où, là? Je trouve ça dommage. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va voir. Puis je ne vais pas prendre le flambeau de M. Geloso, Vincent, hein, mais quand on dit, écoute, on va voir quelqu'un de l'IRIS pour nous expliquer comment l'IADM pense, c'est un petit peu particulier, là. Je pense que si on veut savoir qu'est-ce que l'IADM dit, il faudra aller voir l'IADM pour savoir si c'est censé. Puis la réalité, c'est que ce l'est d'abord. Et puis en plus, quand on regarde ce qui est dit, on prend un projet qui a évolué depuis l'apparition de l'étude. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas prévoir dans le temps qu'est-ce qui va être construit, qu'est-ce qui ne sera pas. Je peux voir derrière et me dire qu'est-ce qui ne l'a pas été et pourquoi ça ne l'a pas été, le présenter. Et puis finalement, si un des projets a été construit ou sera construit dans quelques années, parce que vous savez que ça ne se fait pas en 2 jours, hein, surtout pas à Montréal, tant mieux, j'en serais content. Mais on ne peut pas se projeter dans le futur quand on écrit quelque chose sur le présent, c'est assez compliqué. Donc, on trouve ça dommage. Puis effectivement, le devoir aurait pu quand même nous contacter, sachant que c'est notre étude qui est citée d'abord, là. Mais bon, je pense que c'est encore une fois assez plate, mais c'est peut-être un certain modus operandi. Mais c'est spectaculaire, pareil, de voir que, tu sais, finalement, je veux dire, l'économie, ça se ramène souvent à des principes très simples, là. Le plus simple d'entre eux étant l'offre et la demande. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que normalement on apprenait à l'école secondaire. Tu n'as pas besoin d'avoir vraiment fait des études en économie pour le comprendre. C'est quelque chose que, je veux dire, normalement, on doit apprendre aux jeunes, que tu peux comprendre en lisant une explication très simple. C'est un principe qui va un peu selon le sens commun, là. Et tu sais, tu regardes ce que disent les politiciens et tu vois qu'en fait, dans certains cas, ils ne comprennent pas ce que c'est, là. Tu sais, je veux dire, ce que tu viens d'expliquer, ce que vous avez mis en lumière avec les genres de déclarations comme ça, on ne peut plus s'en remettre au marché. Et là, il nous dit, Valérie Plante, les règles qui protègent les locataires ne sont plus suffisantes face à la crise du logement. Oui, mais les règles qui protègent les locataires, elles les protègent de quoi, en fait? De quoi est-ce qu'on cherche à les protéger? On cherche à les protéger de la rareté, de la pénurie qui cause un problème d'accès, qui cause qu'à un moment donné, les prix augmentent, puis là, toi, tu es pogné avec un locataire qui est là, puis il paye beaucoup moins cher que le prix qu'il vaudrait. Tu essaies de trouver des stratégies pour comment je pourrais reprendre possession du logement, pour le rénover, puis le vendre un peu plus cher. Mais toute cette affaire-là n'existe que parce qu'il y a une rareté qui est devenue presque une pénurie et donc une crise. Mais si tu augmentes le nombre de mises en chantier, tu augmentes le nombre d'unités, tu vas de facto réduire ce phénomène-là. Donc, comment elle peut arriver et nous dire on ne peut plus s'en remettre au marché? En fait, il n'y en a pas de marché libre là-dedans. Là. C'est eux qui délivrent les permis en disant voici les délais, ça va prendre au-dessus de 300 jours. Si ça touche à des trucs patrimoniaux, on ne peut pas non plus. Et même, je rajouterais, dernier élément, la cerise sur le sundae. Ça, c'est tout à fait capoté, là. Je vais vous le mettre à l'écran parce qu'il y en a qui ne nous croiront pas. On nous dit dans le plan 2050, tous les nouveaux bâtiments et rénovations majeures comportent des matériaux de construction recyclés. Et là, on nous dit Montréal vise aussi à décarboner l'ensemble des opérations de construction et de rénovation. Calvasse. Là, on nous dit ils veulent changer les normes pour l'éclairage, la ventilation, le choix des matériaux des bâtiments devront être adaptés au changement climatique. Tu sais, je veux dire, c'est quoi, là? On s'en va où avec ça, là? Tu sais, faut se dire une affaire, là. Si on commence à mettre les normes de bâtiments, là, très, 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 très élevées, il va falloir les payer. C'est de l'inabordabilité supplémentaire pour les nouveaux acheteurs. Ça, il faut quand même le garder. La dynamique ici, c'est que l'administration municipale plutôt, pense que c'est la solution quand c'est plutôt le problème. T'sais, on met de la réglementation, on augmente le délai de permis, on augmente les politiques publiques qui viennent freiner l'abordabilité. Puis après ça, on dit, comment ça, il n'y a pas plus de logements? On va en retirer du marché. Parce que pour faire le lien avec le PMU 2050, là, le plan de 2050, ce qu'on nous dit aussi ici, qui est assez flyé, c'est qu'on va prendre 20% des logements au total en 2050. Ça veut dire là, 1,4 million de logements à Montréal. Là. Puis 20% de ça va être hors marché. 20% de ça va être hors marché. Ça, ce que ça veut dire, le hors marché, c'est le fameux HLM. Là. Donc, on n'essaie pas de louer ça à un prix lié au marché. On veut le louer à un prix qui est fixé par les entités gouvernementales pour que ce soit très, très, très abordable.
Puis c'est subventionné, autrement dit. C'est carrément ça, l'histoire. Là. C'est ce qui est intéressant, c'est que même si c'est à Montréal, que vous habitez au Saguenay, à Québec, à Lévis, à Trois-Rivières, vous allez payer pour le merveilleux plan parce que c'est énormément d'argent public qui vont être nécessaires. C'est quand même 160 000 logements à peu près, là. Ouais. 160 000 logements, là-dessus, il va en avoir plusieurs qui vont être achetés du marché privé. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu accentues la rareté de logements dans le marché pour les familles. Donc, on est en train de nous dire, nous, là, on est meilleur que le marché. On met des bâtons dans les roues du marché avec des délais qui sont plus possibles, avec des politiques publiques qui viennent freiner l'abordabilité. Puis comme ça ne fonctionne pas, le libre marché, qui est, Frank, encore une fois, il n'est pas libre, le marché. Non, il n'est pas libre. On va prendre plus de place, ça va vous coûter des milliards. C'est des milliards de dollars, ça, autant de logements. Et malheureusement, on n'a pas l'air de comprendre que si on fait juste se retirer un peu, tu sais, c'est spécial, là, je sais que ça va être difficile pour l'administration Plante de comprendre, mais faites-en moins, c'est en faire mieux. Tu sais, retirez là, votre paperasse bureaucratique plutôt que de créer un autre comité sur le logement qui va nous expliquer pour créer de la bureaucratie pour m'expliquer la bureaucratie. Fais juste l'enlever d'abord. Tu sais, c'est assez... C'est-tu si compliqué que ça? Comment ils ont... Moi, en fait, je suis assez surpris et presque impressionné de voir qu'en seulement quelques années, on est capable de doubler le délai à Ville-Marie pour livrer des permis. Tu sais, ça mérite un prix citron presque, là. Ça, c'est ce qu'on voit, puis on dit souvent, des fois, on oublie ce qu'on voit pas. Dans le sens que présentement, les règles font en sorte qu'on élimine les petits joueurs carrément. Les petits joueurs qui veulent se créer un portefeuille immobilier, qui veulent avoir un nombre de portes limité, mais qui veulent croître à long terme, du 2 portes, du 4 portes, du 8 portes. Ces joueurs-là n'ont plus le goût de jouer dans le marché carrément. On laisse la place entièrement aux grandes entreprises. Qui, eux, vont pouvoir investir dans les avocasseries qui vont permettre d'avancer leur dossier, qui vont pouvoir engager des firmes d'urbanisme privé pour faire avancer leur dossier également. Mais le petit joueur de ce côté-là, lui, il n'a pas les moyens de payer ces avocasseries-là. Là. C'est impossible pour lui d'entrer sur le marché, donc il se décourage puis il n'investit jamais son capital. Deuxième chose, une des réglementations qui a été ajoutée il y a plusieurs années déjà, mais qui est une grosse entrave, c'est la règle 20-20-20. Cette règle-là, moi, la première fois que je l'ai lue dans le podcast, les deux bras m'ont tombé à terre. J'étais là, j'ai dit, que c'est ça, cette cochonnerie-là? Je n'étais pas au courant qu'il y avait ça à Montréal. Mais là, je me dis, OK, arrêtez, là, stoppez la presse. Là. On n'a plus besoin d'écrire aucun article d'expert qui nous explique pourquoi il y a une pénurie de logements. C'est ça. C'est exactement ça le problème. Là. Le fait que tu obliges un promoteur à construire un bloc puis qu'il y ait une quantité de HLM là-dedans, qu'il y ait une quantité pour les familles, qu'il y ait une quantité pour... C'est hyper normé. Ça décourage tous les petits joueurs de l'industrie. Là. Fait que on favorise les gros, encore une fois. Je veux dire, c'est pas la mentalité du Québec qui a bâti une économie de PME. Là. C'est vraiment quelque chose que tu te dis, OK, finalement, il y a juste... Tu sais ce que les Québécois disent des fois, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Oh, oui, il y a juste les Luc Poirier de ce monde qu'ils vont pouvoir construire. Puis encore là, ça n'a même plus l'air de leur tenter, eux autres non plus. Exactement. Mais le 20-20-20, là, cette patente-là, là, c'est vraiment à effacer essentiellement, à porter à gomme à effacer, puis enlevez-moi ça là, du cahier de réglementation de la ville. Là. Essentiellement, ce qu'on est en train de faire, c'est d'augmenter le prix par porte. On avait fait un calcul l'année dernière, un de mes collègues l'avait fait, puis c'était plutôt intéressant parce que dans les grands projets immobiliers qui se situent dans les zones à forte demande, là, notamment à Ville-Marie, ce qu'on constate, c'est que ça peut augmenter le prix par porte de 10 500 $. OK? Aïe. Concrètement, il n'y a presque aucun des promoteurs qui ont construit, qui ont vraiment fait les logements. OK? Parce que tu peux payer une partie pour justement, c'est la pénalité financière en quelque sorte, mais encore une fois, ça va être transmis directement au consommateur, à l'acheteur. Oui. C'est sûr que lui, il n'est pas plus niaiseux qu'un autre, le promoteur, il ne va pas perdre de l'argent, d'autant plus qu'on est dans un contexte de rareté de logement. Les alternatives sont relativement restreintes. Il va refiler une bonne partie de la facture, sinon la totalité de la facture. Fait que ça reste que c'est une problématique de la municipalité, mais ça, il y a une forme de myopie et une incompréhension jusqu'à peu de temps. C'est-à-dire que l'année dernière, vers novembre, octobre, là, je ne me rappelle plus la date précisément, la ville a quelque peu rétro-pédalé pour dire on a parlé aux promoteurs, puis on a compris que c'était pas idéal dans un contexte de rareté de logement que d'imposer un tel règlement. Donc, on va en retirer une partie, on va le modifier un petit peu. Puis au lieu que ça s'applique à des 5 logements et plus, ça va être à des 20 logements et plus. Mais la dynamique reste là.
Par contre, si l'administration a reculé sur l'intégralité du règlement, ça veut quand même dire qu'elle comprend que c'est une taxe au logement. Si on dit crûment, c'est ça. C'est une taxe au logement. Montréal l'a adopté, mais quand on regarde les autres villes, là, pensons à Brossard et je pense Saint-Jérôme aussi, en tout cas, il y en a quand même plusieurs au Québec, la question de la redevance au développement, qui s'inscrit quand même dans cette dynamique-là, qui n'est pas tout à fait pareille, mais c'est de dire les nouvelles constructions vont payer essentiellement une taxe, encore une fois, on appelle ça une redevance. On vient masser les termes pour s'assurer que les acheteurs ne comprennent pas trop pourquoi leur logement coûte plus cher, là, mais la réalité, c'est une taxe sur le logement. Puis ça, ben, ça commence à être répandu au Québec, puis c'est navrant parce qu'encore une fois, ce type de politique-là réduit l'abordabilité, puis dans un contexte où on manque de logement, ben, les premiers acheteurs, là, je ne sais pas si vous avez vu en début d'année, là, ça fait quand même quelques mois, il y avait un sondage de la CIBC qui disait que 55% des Canadiens pensaient ne jamais pouvoir devenir, les non-propriétaires pensaient jamais pouvoir devenir propriétaires à moins d'avoir un héritage. C'est quand même gros de se dire ça, là. Puis toi, tu rajoutes des coûts supplémentaires sur les logements plutôt que d'enlever de la réglementation. C'est vraiment à ne rien comprendre. Mais tu sais, il y a comme dans toute cette affaire-là, là, puis il y a d'autres affaires complètement farfelues. Tu sais, je relis, pendant que tu expliquais ça, je revoyais une petite section du plan du coin de l'œil. C'est complètement. On nous dit pour se doter d'une offre résidentielle abordable, la ville priorise les logements hors marché. Tu parlais de termes pour adoucir. Je veux dire, c'est comme au fédéral, au lieu de parler de la taxe sur le gain en capital, ils appellent ça le taux d'inclusion. Ils ont même réussi à mettre le mot inclusion là-dedans, quasiment pour faire croire au monde que c'est une affaire pour accepter quelqu'un de différent. C'est le taux d'inclusion. Nous, on nous dit des logements hors marché. C'est sûr que quand tu dis logement hors marché, c'est plus séduisant que dire bloc gouvernemental ou logement de la ville. Là. Mais fait que ça a l'air plus beau, mais en réalité, c'est la même chose. Et on nous dit placés à l'abri de la spéculation, ils ne servent pas à réaliser des profits et restent ainsi abordables. Et là, on nous dit... ça c'est la plus grande connerie que les Québécois pensent. Là. C'est de penser qu'une grosse partie du prix du logement, c'est du profit. Ça m'épate, là. Ah non, alors que c'est une partie, là, je veux dire, c'est infime. Et là, écoute bien ça, on nous dit, dans le cadre du projet d'éco-quartier Louvain-Est, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, de 800 à 1000 logements seront construits, dont au moins 50% de logements sociaux et communautaires. Un véritable quartier complet axé sur la mobilité active, l'innovation sociale et les valeurs communautaires de solidarité et de partage seront fucking aménagées. HLM. Non, mais c'est parce que tu regardes ça, puis on dirait pas le plan d'urbanisme d'une grande ville. On dirait un projet politique, tu sais, que tu pourrais voir dans un mouvement genre, je sais pas moi, éco-socialiste, là, qui dit on va aller construire une ville en parallèle quelque part, tu sais, tout va être... on dirait qu'ils vont construire un kibbutz, là, finalement. Là. On dirait que tu te dis, mais c'est pas sérieux, là, pour une... Tu sais, Montréal, c'est la métropole du Québec. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas sérieux là-dedans. On va construire un éco-quartier avec des logements communautaires axés sur les valeurs communautaires et l'innovation sociale. Sérieusement, est-ce que c'est-tu du signaling ou c'est vraiment sérieux d'après toi? Je pense malheureusement que c'est sérieux. Il y avait un documentaire sur la question, le quartier est passé, puis c'était vraiment là, les gens annonçaient ça en grande pompe, la ville qui cédait le terrain. Écoutez, franchement, c'est particulier parce que c'est tous les Québécois qui payent pour ça. Là. On s'entend que ce n'est pas eux qui ont l'argent pour se construire cet incroyable écoquartier-là. Là. C'est magnifique quand c'est l'argent des autres. Ça, c'est très, très le fun. Mais la réalité, c'est que c'est quoi? C'est pour les générations futures. La dette, c'est pour les générations futures parce que ça va coûter très cher, ce type de quartier-là. On ne veut pas ça généraliser partout au Québec. Là. On le sait aussi, il y a un mouvement un peu plus à gauche au niveau des maires depuis novembre 2021. C'est pas ça qu'on veut voir un peu partout parce que ça va nous coûter mais terriblement cher. Puis ce qui est magnifique au niveau des municipalités, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Fait que vraiment, on fait notre liste de Père Noël, puis là, on a le quartier Louvain, puis là, ça va voir le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral pour aller je dirais pas quêter, mais je dirais demander de l'argent. Moi, je vais dire quêter. Allons-y, alors. On y va. Et on va le demander, puis finalement, c'est tout le monde qui paye pour un trip d'éco-quartier à 1000 logements plutôt que de simplement retirer la réglementation. Il me semble que c'est simple. Retirer ta réglementation, ça coûte pas bien cher. OK? Tu ne vas pas commencer à demander de l'argent. Pourtant, tu vas avoir des logements qui vont être créés. Ça ne sera pas nécessairement dans
dans une utopie que tu avais, là, je parle de certaines équipes au niveau municipal, de se dire, j'avais une utopie où tout le monde allait vivre en vélo. Même ceux qui vivent essentiellement au Saguenay, là, qui vont travailler de Chicoutimi à Jonquière, ils vont partir en vélo, ça va être merveilleux. C'est pas très réaliste, là. Donc, il faut arrêter avec ce type de quartier-là. Malheureusement, Frank, pour revenir à ta question, je pense que c'est vrai. Je suis pas persuadé que c'est du virtue signaling. Puis elle a été réélue quand même en 2021. Donc, ça a l'air qu'à Montréal, il y a quand même plusieurs personnes qui boivent du Kool-Aid, le Kool-Aid là, de l'éco-quartier. C'est navrant parce que, essentiellement, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on ne comprend pas l'offre et la demande. Si on comprenait plutôt l'offre et la demande, on n'irait pas vers public, toujours plus de public, puis encore plus de public. Malheureusement, c'est vraiment la trajectoire qu'on a. Je pense que tu mets le doigt sur de quoi de très important quand tu dis qu'ils n'ont pas les moyens de financer eux-mêmes ces utopies-là. Ça veut dire qu'il y a des programmes fédéraux à quelque part qu'il y a de l'argent à aller chercher. Il y a des programmes provinciaux où est-ce qu'il y a de l'argent à aller chercher. Puis eux autres fit leur programme pour aller de ce côté-là. Donc, quand on utilise les mots logements sociaux, quand on utilise l'innovation sociale, c'est de l'ingénierie sociale, ça, là, pour les gauchistes. Là. L'art de la langue chez la gauche est magique. Il leur permet, ils peuvent passer n'importe quelle insanité comme de quoi de vraiment soft. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui veut avoir que du logement social dans une ville. Je veux dire, c'est pas plus abordable, mais vous allez être sûr d'une chose, ça va être des chiottes. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, toutes les places dans le monde qui ont essayé de faire du contrôle de prix, qui ont essayé de faire du contrôle d'investissement de capital dans le logement, ça a toujours dégénéré. Là, l'affaire, c'est qu'il y a des programmes fédéraux qui existent qui font en sorte qu'il y a de l'argent accessible, puis ils s'arrangent pour rentrer leur programme dans cette utopie woke-là qui a frappé le gouvernement fédéral. En même temps, on se dit, il reste 1 an et demi à ça à peu près. Ben, quand ça va se terminer, il va arriver quoi de leur projet, les municipalités, quand ils vont se rendre compte que leur financement woke, ils ne l'auront pas? Là? Ben, la bombe s'était échappée à Québec à un moment donné. Il l'avait dit, là, parce que quelqu'un lui avait demandé, il avait dit, ouais, mais avant, vous étiez contre un tramway, vous disiez qu'il n'y avait pas d'achalandage nécessaire pour ça. Puis il avait dit, ben, on serait fou de cracher sur l'argent fédéral. Si ce n'est pas nous autres, il va aller ailleurs. Fait qu'en gros, tu comprends la mécanique d'incitation qui est à l'œuvre dans ces affaires-là. C'est qu'il existe effectivement des programmes dans lesquels il y a de l'argent et il y a des gens dont la spécialité dans les villes, c'est de dire, ben regarde où il y a de l'argent, allons le chercher. Que ce soit intelligent de le faire ou pas. Finalement, c'est un peu ça. Parce que, tu sais, s'il y avait une demande là, pour ce genre d'affaires-là, des écoquartiers, là, ben, il en émergerait un peu partout et les promoteurs, c'est ça qu'ils voudraient construire. Ils disaient, ben, écoutez, nous autres, là, les gens, ils passent leur temps à nous demander ça. Ils veulent des grands endroits avec de la verdure, puis ils veulent des panneaux solaires, puis ils veulent, c'est ça que les gens veulent maintenant. Et là, moi, peut-être dernier point sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est, ils nous disent aussi là-dedans que leur but, c'est de lutter contre l'étalement urbain. Mais moi, dans ma tête à moi, il n'y a pas 52 manières dont une ville peut se développer. C'est soit en densifiant, soit en s'étalant. Et essentiellement, eux, en restreignant l'accès au permis, que ça prend un temps monstre, avec toutes sortes de règles sur la construction, là, on ne rentrons même pas dans l'histoire du patrimoine où, ben là, si quelqu'un veut construire un bloc sur cette vieille église-là en ruine, non, ça, on ne peut pas, c'est du patrimoine. Cette maison-là patrimoniale, on ne peut pas la démolir pour faire un plex. Donc, en fait, ils ne font que mettre des red tape qui empêchent la densification. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils accélèrent l'étalement urbain tout en disant qu'ils veulent lutter contre ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas où ils s'en vont. J'essaie de trouver une logique là-dedans, puis peut-être qu'il n'y en a pas, là, mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire on va lutter contre l'étalement urbain et empêcher des constructions à tout bout de champ, dire que si la tour a plus que 8 étages, ah non, ça ne marche pas, c'est pas à échelle humaine. T'sais, à un moment donné, si tu veux densifier, là, regardez c'est quoi une ville densifiée, regardez à New York. Là. Il y a eu de l'étalement, mais c'est densifié. Là, des tours d'habitation de 50 étages de haut, là, si tu veux densifier une ville, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Là. Tu ne peux pas te densifier. Vous allez densifier par où? Dans le sol? Ah ouais, non, c'est clair qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec l'administration actuelle, avec la dynamique. Par contre, je pense pas qu'il y a quelque chose à comprendre parce que je suis pas sûr qu'eux comprennent leur dynamique. Hein. Franchement, d'abord, il y a 2 éléments. Il y a le discours politique, ça, je sais que vous le savez, là, mais c'est important de le rappeler. Il y a le discours politique municipal de dire le logement est notre priorité.
ça, on va le répéter ad nauseam, puis il faut retirer les logements du marché. Puis ça, il y a vraiment le discours politique, puis après ça, il y a les actions politiques, et ça ne concorde pas. C'est-à-dire qu'on veut plus de logements, puis en parallèle, on augmente le red tape, puis on augmente après ça les délais de permis. C'est sûr que si tes actions politiques, c'est ça, ça fonctionne. Je veux dire, ton action et ta communication n'iront pas dans le même sens. Je ne pense pas que c'est vraiment son problème dans sa tête. Au sens où je ne pense pas que l'administration se dit c'est dommage, dans la mesure où ce qu'on veut, c'est vraiment de sortir du logement. Je pense que c'est assez clair. On essaie de faire du millage politique sur le fait de sortir du logement du marché, et c'est navrant. Et pour revenir à la question de l'étalement urbain et de la densification, je pense que les deux sont nécessaires. Parce que c'est pas tout le monde qui veut vivre dans un 3,5 au centre-ville de Montréal. D'abord, c'est pas tout le monde qui peut au niveau monétaire. Ça, c'est la première des choses. Puis l'autre chose, c'est pas tout le monde qui veut ça non plus. Fait que, si on veut vivre en région, puis ou plutôt en zone métropolitaine, mais je dirais dans la couronne nord ou couronne sud. Là, banlieue, dans le fond. En banlieue, exactement. C'était trop compliqué comme mot. En fait, en banlieue, ce qu'on voit, c'est que les gens veulent vivre en banlieue, pour plusieurs. Donc, laissez-les construire leur maison. À un moment donné, je suis comme tanné un peu de nous faire dire « Ah, vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça. » Oui, mais les gens en banlieue, c'est souvent des blancs hétérosexuels avec des enfants. Un VUS. Et puis un VUS. Puis des fois, un gros crise de VUS. Ouais, ça, c'est pas bon. C'est vraiment des gens méchants. On les veut pas, ces gens-là, pour vrai. Eux autres, ils servent juste à payer des taxes. On les endure parce qu'ils payent des taxes, puis c'est tout. Mais il faut arrêter de penser aux gens de la banlieue. Là. Je veux dire, à part les tongs, là, ils servent à rien, ces gens-là. Non, mais t'as raison, ils vont payer pas mal de taxes avec l'immatriculation, puis probablement la taxe kilométrique qui s'en vient à bas bruit. Là. Donc, effectivement, ça va être eux les bons payeurs de taxes. Mais plus sérieusement, là, je pense que malheureusement, aujourd'hui, il y a comme une démonisation de la question de l'étalement urbain, comme si le fait d'avoir sa propre maison, sa cour, son chien, puis sa piscine, c'était vraiment monstrueux là, de se dire, voyons donc, on a détruit du gazon pour ça, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Oui, je pense que c'est normal de vouloir ça. En même temps, la question de la densification aussi, tu sais, rien ne nous empêche d'avoir des quadruplex dans les nouvelles constructions, d'avoir des taux plus élevés à Montréal. Je pense que c'est un mélange de tout ça qui va être important et que les gens, la classe politique québécoise, notamment municipale, comprennent parce qu'aujourd'hui, on est loin de ça. Gabriel Giguère, merci beaucoup de t'être prêté au jeu ce matin avec nous pour nous expliquer un peu ce qu'il en était du côté de l'Institut économique de Montréal sur le plan d'urbanisme de Montréal pour 2050 et la question spécifique du logement. Puis écoute, on s'en reparle bientôt pour d'autres sujets. Yes, c'est un vrai plaisir. Merci. Super, merci.